fin de webinaire. Évidemment, on répondra aussi à vos questions dans le chat. Donc pour vous connecter, c'est très simple. Vous pouvez soit vous connecter, donc je vous invite à vous connecter depuis votre smartphone, ce qui sera le plus simple, donc en flashant le QR code que vous voyez à l'écran, où vous voyez quand vous avez une consigne qui vous permet de voir à tout instant comment vous connecter, à savoir vous rendre sur bcast.live, puis entrer le code de session suivant, 4TVB. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence et je vais laisser Noémie prendre la parole pour ce début de webinaire. Merci beaucoup. Et donc effectivement, bonjour à tous. Vraiment, moi aussi, je suis ravie de pouvoir avoir ce temps avec vous pour partager autour du télétravail tel qu'on va pouvoir enfin le mettre en place maintenant, c'est-à-dire en mode hybride, et de pouvoir faire ça en partenariat avec Bicast et avec Gabriel. Pour vous dire rapidement comment on a construit une intervention, je vais moi vous proposer quelques pistes de réflexion et surtout des pistes d'action sur la façon de mettre en place ce télétravail en mode hybride. Et puis, dans un second temps, je rendrai la main à Gabriel qui vous montrera notamment sur des sujets, enfin sur un enjeu important qui est la façon dont on adapte l'animation d'équipe quand on est manager et qu'on a pour partie son équipe à distance. Vous montrera un certain nombre d'exemples de ce qu'il est possible de faire en matière d'animation d'équipe, en l'occurrence en utilisant Bicast. Alors, même si ce sont des sujets qui sont maintenant assez connus, je voudrais quand même qu'on se redise un peu dans quel cadre on se parle et de se redire quand on parle de télétravail, quelles peuvent être les répercussions qui sont à examiner et qui sont à prendre en considération quand on met en place le télétravail, parce qu'ils ont des répercussions sur l'engagement des équipes et sur la performance des équipes. Si on veut schématiser un peu, on peut dire qu'il y a 3 grands domaines qui sont impactés par la mise en place d'une forme d'alternance entre des temps de présence et des temps à distance. Il y a bien sûr tout le sujet des relations de travail. Il y a aussi des répercussions sur, en tant que professionnel, le sens que je suis en mesure de donner à mon travail, qui est pas mal bousculé par la mise en place du télétravail. Et puis tous les sujets exécution du travail au sens de est-ce que je suis bien toujours en capacité de bien faire mon travail et d'être performant, efficace, de produire un travail de qualité. Si on descend un peu dans le détail de ça, à ce moment-là, on va voir des sujets, certains qui sont, j'allais dire, sur un registre plus symbolique tel que le sentiment d'appartenance et la fierté, mais qui sont des sujets d'engagement forts, hein, quand on a à produire des efforts, à se lever le matin pour venir travailler, ça, ce sont quand même des leviers qui aident beaucoup. Donc ces sujets-là, bien sûr tous les sujets autour des relations de travail, là j'en ai positionné quelques-uns, le lien social, la confiance, la reconnaissance, un qui est un peu moins traité mais qui est très important dès lors qu'on est significativement à distance les uns des autres, c'est la façon dont on traite les conflits. On constate assez souvent qu'il y a une forme d'évitement des conflits pour maintenir de la cohésion d'équipe et à terme c'est problématique. Donc il y a aussi ce sujet-là qui est à prendre en considération. Et puis après, j'allais dire du côté de l'exécution du travail ou de la capacité à bien travailler, il y a évidemment tout ce qui a trait à la prise en charge des problèmes, à la qualité du travail, au sujet de charges cognitives dont on entend de plus en plus parler en ce moment, et c'est une bonne idée parce qu'effectivement la multiplication des canaux d'interaction et des modalités de sollicitation à distance deviennent un sujet important aujourd'hui. Le sujet de l'efficacité individuelle et le sujet de l'efficacité collective que je dissocie parce que l'efficacité collective n'est bien sûr pas du tout la somme des efficacités individuelles. Il y a des enjeux de synchronisation, de coopération, etc. qu'il faut adresser en tant que tel. Et puis, un dernier point qui est le sujet de la montée en compétences en situation de travail. Au travail, les professionnels montent en compétences grâce au collectif et parce qu'ils sont dans un collectif. Et
Et là encore, il y a un certain nombre de cartes qui sont rebattues du fait de la mise à distance des uns et des autres et qui méritent d'être travaillées pleinement. Donc voilà un peu pour le cadre, ce qui veut dire que à notre sens, pour vraiment aider vos managers, vous pouvez les aider à, d'une part, premier point, les aider à travailler ça avec leur équipe. Au plus vous arriverez à des modes de fonctionnement choisis en équipe, bien sûr sous la houlette du manager, mais choisis en équipe, au plus vous arriverez à faire ça, au plus vous aurez des solutions qui seront satisfaisantes et durables dans le temps. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, éventuellement, proposer à vos managers de travailler ça, j'allais dire, en 3 temps. Un premier temps qui est celui de dire les enjeux généraux, je viens de les brosser un peu rapidement, et puis l'aider à modéliser un peu les enjeux propres à son service et à son équipe. Alors là encore, toujours en le faisant en équipe. Une fois que les enjeux sont bien explicités, choisir le cadre général. Alors là, on est sur des choses assez classiques, hein, c'est-à-dire qu'on détermine d'abord des principes d'organisation collective. Ensuite, on choisit et on dit quelles sont les marges de manœuvre pour les individus au sein de ce collectif. Et puis, un point important qui est aussi d'élucider à ce moment-là et d'identifier les points de vigilance et de les confier au collectif, c'est-à-dire de ne pas faire que les points de vigilance soient uniquement de la responsabilité du manager, mais que ce soit bien pris en charge par l'ensemble de l'équipe pour que, là encore, ça puisse marcher correctement. Une fois là encore que le cadre général est dressé, à ce moment-là, il y a un intérêt aussi à aider vos managers à regarder comment ils peuvent adapter l'animation collective de l'équipe pour que tout ça marche bien. Là encore, avec des alternances de temps en présence, de temps à distance, alternance pour un collaborateur et aussi pour le collectif. Si je rentre un peu dans le détail, de l'identification des enjeux, je vous ai mis là une petite rosace qu'on utilise nous assez régulièrement en expérience salariée. L'idée c'est juste de se dire que il y a bien sûr les enjeux de votre entreprise et puis il y a aussi des enjeux qui sont propres à une activité au sein d'une entreprise. De temps en temps, on est plutôt sur des enjeux, par exemple, de sécurité et de réactivité. D'autres services vont avoir des enjeux qui vont plutôt tourner du côté de la conformité, de la traçabilité. Vous pouvez bien sûr, et vous avez certainement des tas d'équipes qui ont des vrais enjeux de productivité. Donc, ce petit outil-là, il permet au manager et son équipe de bien identifier quels sont les enjeux prioritaires et donc quels sont, j'allais dire, les indicateurs qui ne doivent en aucun cas se dégrader du fait de la mise en place du télétravail en mode hybride. Là encore, vous voyez bien l'intérêt de faire ça en équipe puisque ensuite chacun se responsabilise aussi de ça et donc s'est approprié ces éléments pour ensuite passer à un temps 2 qui est là encore en équipe de convenir des futurs modes de fonctionnement. Vous les avez sous les yeux, je vais peut-être passer un peu vite, mais quand même se dire que quand on parle de mode de fonctionnement, on va se parler bien sûr de mode de fonctionnement de l'équipe, de l'agencement des temps à la fois en présence et à distance pour chaque professionnel, mais aussi d'un point de vue collectif. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'animation managériale? Quelles répercussions la mise en place du travail hybride peut avoir sur des besoins en matériel, en outils, en information, en consignes? Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé de montée en compétences tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, pour la capacité leur capacité à eux à monter en compétences et puis bien sûr les processus d'amélioration continue? Comment on se répartit les activités? Est-ce qu'on a besoin de plus de polyvalence ou est-ce qu'au contraire ça vient faire perdre un peu de besoin de polyvalence ou de capacité à la polyvalence dans les équipes? Et puis bien sûr, qu'est-ce qui se passe en termes de partage d'informations? Quels effets ça a sur les processus de décision, etc., etc. Donc ça, j'allais dire que c'est vraiment les sujets à aborder pour regarder en équipe. Donc là encore, le manager avec son équipe, quel mode de fonctionnement peut être choisi pour que le travail hybride reste bien un dispositif qui maintienne l'engagement et la performance des équipes, en y ajoutant évidemment, chaque fois que c'est possible, des éléments plus individuels qui sont par exemple les bénéfices que chacun dans l'équipe attend de la mise en place du télétravail. Pour certains, ça va être d'économiser du temps de transport. Pour d'autres, ça va être de pouvoir avoir des plages de travail sans interruption. Pour certains, les deux, mais que en tout cas, ces éléments-là puissent être pris en compte pour décider ensemble de la façon de fonctionner.
Une fois que ça est fait, le dernier point et que je vais juste introduire parce que là l'intérêt c'est que vous voyez les exemples que Gabriel a préparés. Une fois que ça est fait, il y a aussi un vrai intérêt à aider vos managers à adapter l'animation collective de leur équipe. Là-dessus, moi je voudrais juste vous partager deux points et deux convictions. La première, c'est que il y a un vrai intérêt à ce que vos managers puissent disposer d'un éventail, d'un panel complet de modalités, de techniques et d'outils d'animation. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans vos entreprises et puis on le voit tous, les entreprises qui sont parties sur un modèle, une technique, une modalité propre constatent toutes que au bout de 6-9 mois, l'animation se met en mode routine, si je puis dire, et que du coup, ça perd absolument ses effets. Donc là, la bonne idée, me semble-t-il, c'est de mettre à disposition de vos managers un éventail de modalités, d'outils et de techniques d'animation, bien sûr qui sont à leur main et qu'ils peuvent choisir, et puis qu'ils vont donc choisir à la fois en fonction du contexte, mais aussi en fonction des effets qu'ils souhaitent produire à tel ou tel moment. On n'utilise pas les mêmes outils selon que l'on veut faire un temps de créativité avec une équipe ou au contraire se pencher de la manière la plus sérieuse et la plus concentrée possible sur le dossier du moment. Donc ça, c'est ma première recommandation. La deuxième, je vous ai mis une matrice assez simple, mais qu'on utilise beaucoup en expérience salariée, qui est de regarder quand on met en place un dispositif à qui il s'adresse et quel sujet il adresse ou en tout cas quelle dimension il adresse. Vous voyez à l'horizontale, d'un côté on est plutôt sur des dispositifs, côté gauche des dispositifs de prise en charge des collaborateurs et côté droit de mise en action des collaborateurs. Donc dans un cadre professionnel, mise en action veut dire mise au travail c'est ça, une mise en action professionnelle. Et puis à la verticale, vous voyez des dispositifs qui vont plutôt s'adresser à des individus et en haut des dispositifs qui vont s'adresser au collectif. Très souvent, dans les entreprises, les dispositifs mis en place vont plutôt du côté de la prise en charge individuelle des collaborateurs. Il se trouve que là où on peut aller chercher et l'engagement des collaborateurs et la création de valeur, c'est plutôt du côté de la mise en action collective. Et donc là encore, c'est intéressant dans les dispositifs d'animation d'équipe que vous conseillerez ou mettrez à disposition de vos collaborateurs, de vos managers, c'est intéressant de les aider à bien veiller à ce que ce qu'ils vont mettre en place comme technique d'animation aille bien chercher plutôt la mise en action collective que la prise en charge individuelle. C'est comme ça qu'ils auront les meilleurs résultats en termes d'engagement et de performance. Et donc, Gabriel, je crois que vous avez trois exemples extrêmement, enfin c'est pas je crois, vous avez trois exemples très intéressants à nous montrer pour illustrer ça. Hein. Oui, tout à fait, Noémie, merci pour cette première partie, très intéressante. Effectivement, l'idée, vous voyez là, on va aller se balader un petit peu dans l'outil Bicast et notamment pour vous présenter, comment vous pouvez arriver, notamment avec vos managers à justement, mettre en musique cette prise en charge individuelle tout en l'amenant vers une mise en action collective. Vraiment, ces dimensions qui sont fondamentales pour favoriser finalement, hein, la performance de l'équipe et également l'engagement des collaborateurs, tout ça à travers la création de valeur. Donc ici le premier exemple que nous allons voir, donc à travers une activité tableau qui a été réalisée au sein de Bicast. Ça va être tout simplement un exemple de rétrospective, donc de rétrospective basée, vous voyez sur ce qui s'appelle le GLAD, SAD, MAD, et donc qui a pour vocation en fait à venir donc dans le cadre sur un temps qui peut être plus ou moins long, hein. Encore une fois, ça va vraiment être en fonction du temps de travail avec vos équipes. Donc ça peut être une rétrospective qui a lieu une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, et donc ici l'idée ça va être de venir travailler à partir du ressenti du collaborateur sur une période donnée, voire par rapport à un sujet donné, pour arriver justement à cette mise en action collective.
Donc ici, on se met dans l'exemple, dans le cadre où on est, avec, une équipe, commerciale, imaginons, avec voilà donc des éléments positifs. On est, satisfait des éléments de succès. Voilà, on a atteint la moitié de notre objectif du mois, il y a eu une nouvelle arrivée, l'équipe s'étoffe, mais au contre également, on va se rendre compte, dans l'autre sens, qu'il y a eu des éléments de frustration. Imaginons, bon voilà, la perte d'un deal, d'une affaire, ce sont des choses, qui arrivent et en l'occurrence, là, quelque chose qui nous a vraiment frustrés, c'est le manque d'organisation et vraiment de coordination interéquipe qui a eu pour conséquence la perte d'une appel d'offres, voilà, suite à cette mauvaise organisation. Et donc, notamment, manque d'organisation causée justement par, cette, ces problématiques distancielles, présentielles qui ont entraîné une mauvaise communication. Donc ici, ce qui est intéressant, ça va être vraiment par rapport à cette prise en charge individuelle qui est permise, ici où chacun va pouvoir s'exprimer de façon libre, comment on va réussir à venir mettre en action de façon collective, cette action. Et donc ici, ce qui est intéressant, par exemple, sur Bika, c'est qu'on va pouvoir assez facilement venir prendre, des actions et des décisions par rapport à des éléments qui ont été donc voilà, soumis. Vous voyez ici, par exemple, du coup, en équipe, on a décidé de organiser un brainstorming afin de voir comment on peut justement pallier à ces problèmes d'efficacité présentielle, distancielle. Donc, ce qui pourrait donner suite à un 2e temps d'échange où justement, avec, une autre activité Bicast, qui est ici celle de la métaphore, on va venir mettre en place, une méthodologie de gestion de projet, donc celle du speedbot que vous connaissez peut-être, qui a vraiment pour objectif à avoir un sujet ou une équipe qui va être matérialisée par, un bateau, donc bateau qui est au centre de notre écran. Et évidemment, ce bateau qui va avoir pour but d'atteindre ses objectifs, donc il a des forces, donc les vents qui le poussent, et il va effectivement également faire face à des contraintes et des obstacles. Ici, ce qui va être intéressant également, c'est que dans cette même logique, mais selon une façon d'animer différente, puisqu'ici on va d'abord, par rapport à ce sujet, de l'efficacité présentielle distancielle, venir vraiment, définir les différents objectifs, pour ensuite, venir brosser les différentes forces et contraintes qu'on peut observer. Et une nouvelle fois, ce qui est intéressant, ça va être de voir comment on va pouvoir, partir de cette prise en charge individuelle avec l'outil, dans une logique d'animation différente qui permet aussi, hein, de lutter contre ce que disait Noémie, qui est très importante, qui est l'effet routinier. C'est-à-dire qu'utiliser un logiciel, un outil collaboratif, c'est bien, mais si en fait vous faites les mêmes animations jour après jour, vous allez très rapidement tomber dans cette fameuse routine et dans quelque chose qui ne fonctionnera plus dans l'engagement des équipes. Et donc, dans cet exemple-là, hein, en rentrant très rapidement dans les détails, donc si on réfléchit à cette thématique du présentiel et du distanciel, ce qui pourrait être intéressant ici, c'est qu'on va évidemment se rendre compte, et voilà, effectivement, les inégalités vis-à-vis du digital. Peut-être que certains ont plus de freins en travaillant à la maison que d'autres. Également, la perte des échanges informels, qui dans la transmission d'informations est vraiment quelque chose de crucial, qui a pu être constaté dans le 100% télétravail. Effectivement, les temps d'échange qu'on peut avoir au détour d'une pause café, au détour d'un repas le midi, ont disparu. Et finalement, comment on peut venir pallier à ces différents éléments. Et ici, ce qui va être très intéressant, vous voyez, c'est que on a également pu procéder à une séance de vote qui, une nouvelle fois, va nous permettre d'arriver à une mise en action collective. OK, ici, on a identifié 3 sujets principaux: les inégalités vis-à-vis du digital, la perte des échanges informels, éventuellement l'isolement, qui est aussi un des facteurs, hein, même s'il devrait être atténué justement avec ce mode hybride. Donc justement, par rapport à ça, comment on va pouvoir venir travailler ensemble pour pallier à ces différents éléments. Donc ici, ce qui est aussi très intéressant, avec Bika, c'est que vous voyez, on est vraiment sur un outil qui est, finalement séquentiel. C'est-à-dire que, je suis vraiment sur un rythme où, comme dans un PowerPoint, finalement, je vais passer slide après slide. Et donc ça permet aussi de, venir travailler de façon interactive avec des équipes, mais en toute simplicité. Et justement, on va aussi pouvoir, venir proposer une expérience complètement différente, avec, par exemple, donc le Canva, ce qui, correspond au tableau blanc, de Bicast, où, ici, il faut savoir que, évidemment certaines équipes travaillent de façon, très agile avec, notamment, tout ce qui va être des hubs de management, visuel. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui peut être aussi très intéressant, d'autant plus en mode hybride, ça va être de venir digitaliser ces hubs de management, où on va pouvoir, vous voyez, venir ici, par exemple, retrouver notre équipe, avoir, l'humeur du jour,
que chacun va pouvoir venir mettre jour après jour. Avoir toujours un petit tableau où on va pouvoir venir se féliciter de nos challenges, de nos réussites, des différents retours. Vous voyez là en bas, on va pouvoir avoir également le planning de la semaine, avec justement ce qui nous permet très rapidement de voir les sujets en cours, qui est en télétravail, en présentiel, etc. Et également l'idée est aussi du même temps de venir, par exemple, pouvoir suivre jour après jour l'évolution, mettre à jour en fait véritablement les objectifs du mois en cours, afin d'avoir toujours de la visibilité de façon tout à fait opérationnelle sur ce qui est en train d'être fait. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que là encore, vous allez véritablement responsabiliser vos collaborateurs, vos équipes, puisque on est sur un tableau sur lequel tout le monde peut être présent de façon autonome, de façon individuelle, qui peut donner lieu, pourquoi pas, à un temps d'échange collectif. Donc imaginons une réunion d'équipe qui va avoir lieu dans des temps, encore une fois, plus ou moins longs en fonction de votre façon de travailler. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir gagner du temps, avoir des temps d'échange qui soient réellement impactants, dynamiques et engageants, puisque finalement, tout le monde aura pu travailler sa prise en charge individuelle, arrivant une nouvelle fois à cette mise en action. Donc, c'était un petit peu les 3 exemples que je voulais vous partager, par rapport voilà, à ce que vous pourriez faire, par exemple, avec Bicast. Et dans cet enjeu que nous vivons aujourd'hui, du mode de l'organisation du travail hybride, c'est vrai que ce type d'outils vont être particulièrement intéressants pour les managers, afin de pouvoir engager des collaborateurs qui seront à la fois en présentiel, à la fois en distanciel, et également de venir varier toujours ces méthodes d'engagement, ce qui est vraiment fondamental pour assurer une nouvelle fois une création de valeur et donc un engagement des collaborateurs. Donc pour conclure, pour reprendre un petit peu ce qu'avait dit Noémie, effectivement, hein, ce qui va être vraiment extrêmement important finalement dans ce type de pratique, pour vraiment réussir sa transition finalement en mode hybride, ça va vraiment être très important de venir privilégier les mises en action collectives, de pouvoir aider les managers, puisque vraisemblablement ce sont eux qui vont avoir les clés au quotidien pour venir accompagner vos collaborateurs, vos équipes, pour pouvoir créer de la valeur et rendre vos équipes performantes, qu'elles soient sur site ou en distanciel. Et donc, enfin, ça va vraiment être de favoriser l'accompagnement, toute la conduite au changement qu'on peut mettre en place, afin de donner des méthodes et des outils d'animation aux équipes qui soient une nouvelle fois suffisamment variées pour être pertinents, efficaces et impactantes véritablement, sans tomber dans la routine. Donc je ne sais pas, Noémie, si vous avez quelque chose Ça à me va ajouter? très bien comme ça. Parfait. Bon, du coup, on va arriver dans les dernières minutes de ce webinaire. Je vous propose, donc j'ai cru voir que nous avions une question d'Adeline Bigot dans le chat, donc nous allons y répondre. Et parallèlement à ça, je vous invite, si vous le souhaitez, à justement à vous reconnecter. On vous avait invité à vous connecter en début de session sur Bicast. Donc je vous invite à revenir, à ouvrir votre smartphone, et donc à répondre très simplement, à envoyer des mots-clés par rapport à notre intervention. Voilà un petit peu quelles sont des clés finalement que vous retenez sur les enjeux du télétravail en mode hybride, comment se préparer finalement pour la rentrée de septembre. Pour rappel, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre en allant sur bicast.live, en entrant le code de session ensuite 4TVB, et je vais également projeter le QR code si jamais vous le souhaitez quelques instants, le temps qu'on commence à avoir quelques réponses. Donc Adeline Bigot qui demandait, on parle souvent de confiance dans le télétravail, qu'est-ce que cela recouvre? Quels sont les prérequis? Oui, du coup, Gabriel, si vous voulez, je prends la main sur ce sujet-là. Je vous en prie.
Ça marche. Alors effectivement, c'est un sujet majeur, la confiance. D'abord parce que la plupart du temps, il est ce qui va à un moment donné empêcher la décision d'ouvrir le télétravail aux collaborateurs. Et on voit bien que dans certaines entreprises, y compris après avoir constaté que les activités continuaient de tourner en période de confinement parce que les gens chez eux travaillent, y compris dans ce contexte-là, on voit bien qu'il y a encore un certain nombre d'entreprises et de directions d'entreprises qui sont extrêmement réticentes à l'idée de pérenniser le télétravail. Donc la confiance, elle est essentiellement de cet ordre-là, c'est-à-dire en tant que dirigeant ou manager, membre de la ligne managériale d'une entreprise, je suis confiant sur le fait que quand bien même mes collaborateurs sont pour partie en télétravail, pour autant, ils vont bien continuer de travailler et de faire du bon travail. Donc vraiment, c'est ça le sujet de la confiance quand on parle de télétravail. Ce qui veut dire que dans certains cas, soit on ne met pas en place le télétravail, soit on va mettre en place des procédures de contrôle, de traçage et de reporting qui sont totalement contre-productifs parce que absolument infantilisants pour les collaborateurs et voire même qui leur font perdre du temps. Tout à l'heure, j'évoquais le sujet de la charge cognitive et de la charge mentale. Il y a une étude qui est parue ce matin d'ailleurs sur le sujet de la charge mentale et sur ce qui, du point de vue des salariés, est le plus pénible et le plus pénalisant dans leur travail. Et une des pollutions remontées, c'est justement ça, hein, le fait de passer quasiment plus de temps à rendre des comptes sur ce qu'on fait plutôt qu'à faire les choses. Donc, la confiance, ce qu'elle doit permettre, c'est justement d'enlever tous ces éléments de reporting et tous ces redditions de comptes qui viennent polluer les activités et qui viennent prendre du temps sur ce que devraient normalement faire les collaborateurs et qui est leur cœur de métier. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tout le reporting, hein, évidemment, mais qu'en revanche, il y a aujourd'hui, et nous on le constate vraiment au quotidien dans les entreprises, il y a vraiment une part significative de ces activités de rendre compte et de reporting qui peuvent être supprimées parce que en fait, elles traduisent juste un manque de confiance et rien d'autre que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune création de valeur dans ces reportings-là. Le prérequis, du coup, vous voyez bien, il est très simple, hein, c'est qu'il faut que la direction, d'une part, décrète qu'elle a confiance en ses collaborateurs et d'autre part, laisse la main ensuite au manager. Vous avez peut-être entendu Isa Getz dire à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, les organisations sont construites pour 3% de collaborateurs qui sont désengagés, éventuellement pas très compétents et un peu je m'en foutiste, mais que du coup, ces organisations pénalisent les 97% de collaborateurs qui, eux, sont engagés dans leur travail, ont à cœur de bien faire leur métier et ont de la conscience professionnelle. Et du coup, j'allais dire que la confiance, c'est de renverser les organisations, de bâtir des organisations pour les 97%, et les 3% restants, ils sont pris en charge managérialement. Ça fait partie du rôle du manager, d'identifier qu'il a dans son équipe quelqu'un qui joue pas le jeu et pour qui il va y avoir des actions à mettre en place pour rectifier le tir. Donc je dirais que la confiance, c'est deux choses. D'abord une décision d'entreprise, par principe faire confiance à ses collaborateurs en sachant que dans 97% des cas, c'est une bonne idée de faire confiance. Et ensuite redonner la main au manager pour qu'il puisse traiter managérialement les cas où on a tort de faire confiance aux collaborateurs. Et redonner la main avec du soutien, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr que si un manager décide de prendre une décision un peu difficile à prendre, il soit soutenu par exemple par la DRH dans sa décision et dans la mise en œuvre des éventuelles sanctions qui pourraient être prises. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Super. Bon, pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, pas d'autres questions pour le moment. Sur le nuage de mots, on a eu quelques retours avec les idées clés qui sont retenues suite à cette intervention avec l'interaction, l'animation, l'engagement, le dynamisme, la collaboration et évidemment la performance, puisqu'on fait tout ça dans un but, évidemment.
Donc voilà, finalement des mots qui ont du sens par rapport à ce qu'on a pu partager, je pense, aujourd'hui sur ce temps d'échange d'une demi-heure. Il faut savoir également, d'ailleurs pour, celles et ceux d'entre vous qui se sont connectés, sur Bcast, que vous avez la possibilité depuis, votre smartphone, donc vous voyez différents, boutons, hein, sur votre téléphone, à savoir le bouton, l'espace d'accueil, la discussion, la présentation des slides et donc dans l'espace d'accueil, vous pouvez retrouver notamment, la présentation d'aujourd'hui, en PDF que vous pouvez télécharger directement sur votre téléphone ou éventuellement depuis votre ordinateur si vous vous connectez depuis un ordinateur. Et également, vous pourrez en savoir plus sur Acenis et notamment l'expérience salariée by Acenis et sur la société Bicast. Bon, on attend encore quelques secondes, voir si on a une dernière question et sinon on va s'arrêter là puisque on Le arrive temps à la imparti, fin oui. du temps exactement on vient de passer la demi-heure et que nous ne voudrions surtout pas vous mettre en retard pour la suite de votre journée et la pause déjeuner qui vous attend. Bon, a priori, pas d'autres questions, j'ai l'impression. Donc, merci Noémie pour votre présence et votre accompagnement sur le sujet. Merci à vous tous pour votre temps et votre disponibilité aujourd'hui pour nous avoir suivis. Merci beaucoup à tous. Au revoir.